Bonjour à toi. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Raconte-moi le cosmos, mais surtout de hard science-fiction avec le film Interstellar. En effet, c'est après plusieurs visualisations du film que j'ai entrevu une solution que j'aimerais mettre à l'épreuve en vous la soumettant, soit l'intrigant Tesseract du trou noir. Je veux dire la 5e dimension, ou plus exactement une 4e dimension de l'espace, si je fais abstraction de la 4e dimension qui est le temps, appelée 4e dimension par convention, dans le langage courant. Tout cela demande un éclaircissement, c'est le sujet de cette vidéo, on en reparle un peu plus tard. Pourquoi ce titre putaclic avec le mot sexy? Je dis sexy dans le sens excitant pour les neurones, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, soit le passage de l'astronaute Cooper, en fait le héros du film, dans le trou noir Gargantua. Je me cantonnerai uniquement à cette partie de film difficilement intelligible. Celle qui questionne, c'est également la clé de voûte de compréhension du film, mais c'est aussi celle qui fait polémique. Donc dans cette vidéo, je ne passerai pas du temps inutile à vous prouver en boucle qu'Interstellar est le film de la décennie. C'est acté, en plus de bons youtubeurs ont fait ça très bien. Je ne vous prouverai pas non plus que les simulations modélisées par Nolan, le réalisateur du film, et supervisées par Kim Todd, son conseiller technique en physique théorique, sont les meilleures du siècle, en commençant par les trous noirs. D'ailleurs, à ce sujet, et à mon humble avis, concernant le trou noir Gargantua, il serait loyal de citer aussi Jean-Pierre Luminet, astrophysicien de réputation internationale des trous noirs, qui a mathématisé et modélisé le premier ce concept, de mémoire vers les années 1980. De plus, avec une précision pour l'époque qui n'avait rien à envier aux 100 heures de calcul réalisé par des superordinateurs mis en avant par l'équipe du film Interstellar. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter le blog de Jean-Pierre Luminet sur le site de Futura Science. Donc deux choses avant de démarrer, les concepts que je mets en avant dans cette vidéo, même s'ils reposent sur la vulgarisation, ils sont construits en rapport avec ma culture scientifique. Même s'ils sont parfois un tantinet spéculatifs, ils reposent sur mes connaissances dans la matière. Pour être honnête et le dire autrement, je ne suis pas scientifique, mais vulgarisateur passionné. En plus d'avoir fait des études en génie mécanique, donc un peu de physique théorique, j'ai passé un MOOC d'astrophysique du système solaire au Big Bang, donc rien de fracassant. Comme ça, c'est dit. Il est possible de postuler que ma version des choses concernant Interstellar n'est pas acceptable en tant que scénario. Heureusement, c'est ce qu'on appelle un débat. Néanmoins, l'honnêteté intellectuelle veut dans ce cas qu'il est bon de démontrer ce qu'il ne colle pas, les problèmes, paradoxes ou incohérences. Ou encore mieux, de proposer un déroulement, je veux dire un scénario qui fonctionne, en tenant compte que l'on n'a pas ici la vérité ultime de l'univers, mais plus modestement, on parle du fil conducteur du film Interstellar. Rien de gravissime en soi. En résumé, l'espace commentaire est là pour toi qui m'écoutes. Concernant le déroulement de la vidéo, ça suppose que vous avez des petites notions en relativité générale sur les trous noirs et un peu de culture en géométrie de l'espace-temps. Et bien sûr, quand vous avez compris dans les grands traits les points clés du film Interstellar. Pour ceux qui veulent approfondir, vous trouverez quelques slides en fond d'écran plus pointus sur le raisonnement. Ce n'est pas obligé de les comprendre dans les détails pour suivre la suite du scénario. Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille de faire pause pour les visionner. D'ailleurs, au sujet des notions préambules, un mot quand même sur les trous de verre que l'on retrouve dans le film Interstellar et dans la science-fiction en général. On pourrait croire que ce sont des objets inventés par les auteurs de science-fiction et donc par voie de conséquence affirmer ce n'est pas scientifique. En fait,
Il faut bien comprendre que la relativité générale nous dit que l'univers est un objet physique que l'on peut triturer, suggestionner, grâce à un cadre mathématique parfaitement défini. En faisant de la recherche théorique et en jouant avec les équations de la relativité générale, de cette manière, il est possible de théoriser mathématiquement l'existence d'un objet comme un trou noir ou un trou de verre, et par la suite postuler l'existence. Ce sera à l'observation, à l'expérience reproductive qui définira si l'objet est validable en tant que tel. Je veux dire acceptable comme meilleur scénario pour décrire un événement. Je précise qu'il n'a rien de gênant plusieurs années après à remplacer ce scénario par un autre en vue de meilleurs postulats. C'est le cas avec Newton et Einstein, quand Newton nous dit que la gravité est une force, et ensuite quand Einstein nous démontre que ce n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. C'est comme ça en science. Il faut s'y faire. Rien n'est acquis définitivement, et c'est bien comme ça. Cette particularité en science provient peut-être du fait que la réalité ultime nous n'est pas accessible. Fin de citation. Donc, on peut dire sans crainte que le trou noir, en dehors de la théorie, a été mis en évidence de plusieurs manières par des observations indirectes ou des phénomènes reliés. Donc des trous noirs sont en majorité acceptés par la communauté scientifique. Par exemple, celui qui se trouve au milieu de notre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius et il fait 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Il est bon de savoir que le trou de verre comme le trou noir sortent directement des mêmes équations de la relativité d'Einstein. Même pour le trou de verre, on n'a aucune expérience ou d'observation pour l'instant qui permettrait de dire si ça existe vraiment. C'est ce qui fait toute la différence entre trou noir et trou de verre. Bon, maintenant, dans Interstellar est la scène très pédagogique où le scientifique plie une feuille de papier en deux qui traverse à l'aide d'un crayon et où il nous explique que l'on peut passer du point A au point B. Là, pour le coup, même si c'est très fun, ce n'est pas trop réaliste. Je ne pense pas qu'il soit possible de plier le tissu de l'espace de 180 degrés, même en utilisant toute l'énergie d'une galaxie. Bon, en même temps, on est dans un film. Dernière chose, avant de démarrer, il serait tentant, à force de voir des Cooper, soit le héros du film, en même temps et un peu partout de parler de multivers ou univers parallèles. Ce serait même une manière simplette de régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Seulement, cela ne serait pas très cohérent avec ce que j'ai pu lire dans le bouquin de 700 pages de Kim Thorne, qui a pour titre « Trou noir et distorsion du temps » ou le très bon livre de Jean-Pierre Luminet, « L'univers chiffonné » et aussi bien d'autres. Donc, excite l'idée de multivers très spéculative ou l'idée d'univers divergent. Quand je dis divergent, j'ai fait allusion au chat de Schrödinger au sens d'Everett. Des univers qui ont justement au moins un point commun dans leur passé et qui divergent ensuite. Dans cette démonstration du chat de Schrödinger, qui est une expérience de pensée, heureusement pour le chat, dans l'exemple du chat, il est mort dans un univers et vivant dans l'autre. Spéculer le multivers ou les univers divergents ne règle pas le voyage dans le passé en tant que solution. En plus, ce n'est pas acceptable en regard du Tesseract, appelé aussi hypercube dans le film. Donc pour ma part, je considère que les théories multivers pour expliquer le film Interstellar ne sont pas crédibles. À présent, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Pour ça, on aura besoin de déchiffrer au préalable 4 outils importants dans Interstellar. En premier, l'espace euclidien. Même si le nom est barbare, c'est simple de compréhension. En 2, le b.a.-ba de la relativité générale. En 3, la théorie des univers blocs d'Einstein. En 4, la 5e dimension. Sujet un peu chaud au sens propre et figuré. Ensuite et en dernier, on assemblera ces concepts pour accoucher d'une proposition de scénario qui fait sens.
Enfin, en rapport avec le film. Pour la science, c'est une autre histoire. Si je ne t'ai pas encore perdu, je précise que si tu visionnes la vidéo jusqu'au bout, que ce soir, tu te coucheras différent. Ta vision de l'existence sera bouleversée en apprenant par exemple que tu n'as pas de libre arbitre ou encore que tu es en quelque sorte immortel. Je comprends que ce genre de théorie peut choquer. Néanmoins, c'est ce que dit la science en tant que meilleur scénario pour comprendre l'univers à l'aide de la relativité d'Einstein, un pilier fondamental avec la physique quantique. Pour la petite histoire, Einstein, qui devait mourir un mois après son ami, écrit « Il m'a de nouveau précédé de peu en quittant ce monde étrange. Ce n'est pas important pour des gens comme nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. » Fin de citation. Donc, c'est parti pour l'espace euclidien. Et barbare, c'est simple de compréhension. Dans un premier temps, nous allons revenir sur le concept de dimension, pilier incontournable dans Interstellar avec la notion d'espace-temps, soit ces trois dimensions d'espace et une dimension de temps qui lui est intrinsèquement liée, communément nommée depuis Einstein l'espace-temps. Reprenons à la base l'ultime composant élément de base en géométrie, un peu comme la particule en physique quantique, mais en géométrie. Cela s'appelle le point. C'est lui qui va servir à construire notre tesseract. Le point en géométrie euclidienne, c'est ce qui n'a aucune partie. On peut aussi dire plus simplement qu'un point ne désigne pas un objet, mais un emplacement. Il n'a donc aucune dimension, longueur, largeur, épaisseur, volume ou air. Sa seule caractéristique est sa position. Il n'existe rien de plus petit qu'un point au sens mathématique. En effet, un nombre infiniment petit peut toujours être divisé par 2, alors que la notion de demi-point n'existe pas. Même si ce que je dis est rigoureux, je sens que tu penses que je chipote, tatillonne, que je cherche la petite bête. Néanmoins, cette notion est fondamentale pour la suite. Ce qui est important de retenir ici, concernant le point, c'est le fait qu'il ne comporte aucune consistance physique, que c'est uniquement au sens mathématique de l'information pure, notion importante pour construire nos dimensions euclidiennes. À présent, avec ce point parfaitement défini, on va pouvoir construire tout l'univers. Rien que ça. C'est parti, on commence par la dimension 1, mais au fait, c'est quoi la dimension 1? C'est une ligne construite et correspondant à une multitude de points alignés de grosseur 0. Comme on vient de le définir, ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est de dire que j'ai uniquement la possibilité de me déplacer dans un sens ou dans un autre, ce qui nous fait penser au train avec la voie de chemin de fer qui symbolise la ligne. À présent, progressons. Je peux définir la dimension 2, le plan, est créé par le balayage de ma ligne précédente pour former la longueur et la largeur de ma surface appelée plan. Ce qui caractérise la surface, c'est la longueur et la largeur, ou x et y, ou encore, si vous préférez, des coordonnées cartésiennes d'un espace vectoriel de dimension 2. Je peux me déplacer partout sur le plan. Ensuite, il est simple de définir la dimension 3. En utilisant le même procédé, il suffit de déplacer mon plan précédent x et y le long d'une hauteur pour obtenir un cube. C'est la hauteur z qui caractérise la troisième dimension, soit un espace vectoriel ou affine réel de dimension finie. Donc à présent, on a x, y et z. Bien sûr, notre cube peut grossir à l'infini. Il peut englober et contenir tout l'objet physique univers. Par exemple, si tu donnes rendez-vous à ta chérie 8 rue de la Tour Montparnasse au 13e étage à Paris, cela ne sera pas suffisant pour se croiser.
Pour créer un événement, il faudra ajouter le paramètre temps, par exemple à 21 heures. À présent, cet événement devient potentiellement plausible. Pour l'instant, même si on n'a pas encore inventé l'eau chaude, on a suffisamment de concepts pour commencer à faire joujou avec Cooper, l'acteur principal d'Interstellar. Faisons l'expérience de pensée suivante, tout comme Albert Einstein avec son ascenseur ou son rayon de lumière. Ça aide à simplifier et à visualiser des concepts difficiles. Si Cooper était une personne à 2 dimensions, donc plate et parois de conséquence, sans hauteur, il ressemblerait à un halo de confetti sans épaisseur. S'il vit dans un univers hypothétique de dimension 2, qui on sait fait partie d'un univers classique de dimension 3, alors à ce stade, il serait mieux de dire Cooper ne voit pas, n'a pas conscience de la 3e dimension du fait de son statut. C'est un confetti qui n'est pas capable de conceptuer des objets en 3D, soit l'épaisseur donnée par l'axe Z. Pour le dire autrement, ses sens ne perçoivent pas la 3e dimension, de la même manière que toi, tes sens ne décèlent pas la 4e dimension d'espace. À l'inverse, si vous trouvez à côté de Cooper en tant qu'objet 3D, donc capable d'appréhender l'espace en 3 dimensions, alors tu n'auras pas de difficulté à avoir conscience et visualiser un confetti qui se déplace uniquement sur un plan à 2 dimensions. Je veux dire, une des tranches de l'espace qui compose l'espace de dimension 3. J'entends au fond de la classe des petits intellos dire par extrapolation « Nous les humains qui vivons dans un espace de dimension 3, s'il existe des ectoplasmes dans la 4e dimension, ils peuvent me voir. Mais à l'inverse, je ne pourrai jamais les voir. » Vous commencez peut-être à entrevoir où je veux en venir. J'entends également les puristes dire « Cooper ne peut pas exister du fait qu'il n'a pas d'épaisseur, CQFD, par rapport à la définition du point. » Sauf que c'est une expérience de pensée, Cooper n'est pas un objet physique, mais il est défini par des informations. Cooper est de l'information pure, au sens mathématique. Quand vous regardez le film Interstellar, les données du fichier vidéo concernant Cooper sont uniquement de l'information. Sur la dalle LCD de votre ordinateur, vous avez également uniquement de l'information, en provenant d'un espace de 2 dimensions. Attention, les mots utilisés ici ont un entendement. Nos sens ne nous permettent pas de nous représenter un monstre à 4 dimensions d'espace. Je précise dimension d'espace. À ce stade, il faut être rigoureux et préciser de quoi on parle. Une dimension d'espace n'est pas une dimension de temps, ni une dimension d'un univers parallèle qui, par construction théorique, ne serait jamais visualisable ou accessible. À présent, si vous avez compris la structure des dimensions et que vous avez conscience qu'on ne peut pas visualiser la 4e dimension d'espace, appelée le plus souvent la 5e dimension, ne soyez pas frustrés. Il est possible de se représenter intellectuellement et mathématiquement par construction géométrique ces espaces. On a vu qu'il était délicat de se représenter un tesseract mentalement. Par contre, je vous ai dit qu'il est facile de le réaliser mathématiquement. Donc, on va voir comment construire un tesseract mathématiquement. On va redémarrer depuis le départ pour vraiment voir toutes les étapes. Donc ici, j'ai le point. De la même manière, je peux construire ma première dimension qui est une ligne. De ma ligne, si je fais une translation, j'obtiens un plan. Et de la même manière, depuis mon plan, si je fais une translation, j'obtiens bien un cube. Bon, ça, vous connaissez. Alors, on va ajouter ces arêtes-là quand même, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Donc, maintenant, à partir de là, comment construire un tesseract? Donc, à chaque fois, on a fait une translation. Donc, de la même manière que j'ai fait mon cube, je vais pouvoir faire une translation. Donc, je pars toujours de mon élément de base qui était un cube.
Donc là, je refais ma translation, donc je crée mon cube, mon autre cube. Donc j'ai bien mon tesseract. Dimension, là j'ai une dimension que j'ai appelée X, et j'ai fait une translation dans ce sens-là. Là j'ai deux dimensions, X, Y, et j'ai fait une translation dans ce sens-là. Là j'ai bien trois dimensions, X, Y, Z. Bon, ça vous connaissez bien en principe. Et donc, j'ai fait une translation dans ce sens-là. Et donc, pour le tesseract, eh bien, tout simplement, j'ai fait une translation dans ce sens-là. J'ai obtenu quatre dimensions qu'on va appeler X, Y, Z, W. Voilà. Donc, sachant que quatre dimensions ici, on parle de dimension d'espace. La quatrième dimension souvent. Donc nous on parlera plutôt de la cinquième dimension. Le 4 étant réservé à la dimension pour le temps. Voilà. À présent, on va passer au point 2 en parlant de la relativité générale. La théorie de la relativité d'Einstein a été publiée pour la première fois en 1905 puis en 1915. Elle remet en question notre vision de l'espace et du temps imaginée par le grand Newton. Même si à l'époque cette représentation semblait immuable, l'espace et le temps sont deux concepts, entités qui doivent être fusionnés en un seul tout, communément appelé espace-temps. Le tiret entre espace et temps joue un rôle capital. Il précise que l'on a une seule entité, l'espace-temps. En fait, c'est un espace affine mathématique à 4 dimensions, modélisant l'espace-temps de la relativité restreinte, appelé plus communément espace de Minkowski. Le temps, t, est une coordonnée indissociable des variables d'espace x, y, z. Quelles sont les conséquences de ce nouveau concept de l'espace-temps? Dans des cas particuliers, mais parfaitement définis, mathématiquement, l'écoulement du temps peut ralentir. L'espace peut se contracter. Le futur de l'un peut être le passé de l'autre. Deux personnes peuvent vieillir à des rythmes différents. Je comprends que cela puisse te choquer, que ces concepts sont contre-intuitifs. Néanmoins, ils sont testés tous les jours dans beaucoup de laboratoires et d'universités. Pour l'instant, ils ne sont jamais remis en cause. Une chose avant de poursuivre dans la relativité générale, ou l'espace-temps, où il est question de 3 dimensions d'espace et une de quatrième de temps. Précédemment, j'ai parlé de quatrième dimension d'espace, ce qui pose un problème d'appellation. Si on parle de quatrième dimension, on ne sait pas s'il s'agit d'une dimension d'espace ou de temps. En fait, quand on parlera de la quatrième dimension, il s'agira toujours de temps. Et pour l'espace, on parlera de la cinquième dimension, sous-entendu une quatrième dimension d'un espace euclidien. Par voie de conséquence, dans le film Interstellar, le tesseract est un objet de dimension 5, soit un hypercube 4 dimensions. D'ailleurs, d'une manière puriste, il n'est pas possible de mettre comme ça, même pour des extraterrestres, un hypercube à 4 dimensions au milieu du trou noir, qui lui est un objet de type 3 dimensions d'espace et une de temps. Même si on n'est pas certain au vu du trou noir, on n'a pas d'éléments pour affirmer le contraire. Et dans le film, il est vu comme tel. Je veux dire, c'est le trou noir qui contient l'hypercube. La logique voudrait l'inverse, que c'est l'hypercube qui contient le trou noir. Pour illustrer mon propos, c'est comme si je voulais rentrer une ligne dans un point, ou encore mettre un objet 3D dans un plan 2D. Enfin, ne vous inquiétez pas, à la fin je vous proposerai un concept compatible avec le tesseract et le trou noir. Je précise, comme on parle de la relativité générale, donc du temps,
que le voyage dans le futur, dans le film, n'est pas une bonne solution pour le Tesseract, sachant que Cooper voyage aussi bien dans le futur, mais aussi dans le passé, et que le passé pose problème en relativité. Cette situation est bien visible quand il descend ou remonte les lignes d'univers, bien perceptibles dans le Tesseract. D'ailleurs, on distingue parfaitement les traînées de livres qui font partie d'un espace avec des bibliothèques de la chambre de Cooper. Cette situation n'est pas permise dans la relativité générale. Vous pouvez voyager dans le futur, mais pas dans le passé. Pour le futur, l'expérience est plusieurs fois avec des avions. Il suffit de prendre 2 avions, embarquer des horloges atomiques capables d'afficher l'heure en nanosecondes, une horloge au sol, une dans l'avion qui part dans le sens horaire de la Terre et l'autre dans le sens anti-horaire. Au retour, le décalage très faible sera conforme au petit calcul de relativité que vous aurez pris soin de réaliser au préalable. Sachant que la vitesse maximum au mieux pour un vaisseau spatial est autour d'1/10 de la vitesse de la lumière, qui est de 300 millions de mètres par seconde, donc l'effet relativiste des avions sera très faible, soit quelques nanosecondes, mais perceptible. Pour l'information, c'est le même calcul qui est réalisé en continu pour le positionnement GPS. À présent que l'on sait comment ça fonctionne, on peut comprendre mieux le voyageur Langevin postulé par Paul Langevin, philosophe des sciences, soit 2 jumeaux aux 20 ans en l'an 2021, sachant qu'ils font partie du même référentiel inertiel, l'un d'eux part à une vitesse élevée proche de la vitesse de la lumière. Pendant 1 an, à son retour, il a 21 ans et il retrouve son frère qui est un vieillard de 80 ans. La date sur Terre affiche 2081. Cette situation irréalisable technologiquement, pour l'instant, est juste une théorie validée par l'expérience. C'est le même phénomène gravitationnel pour une personne qui habite au pied d'une tour, comparé à une autre personne qui loge au dernier étage. Sachant qu'il lui faudra 2 horloges atomiques pour visualiser le décalage toujours en nanosecondes. C'est encore le même phénomène à l'approche d'une masse énorme, genre objet céleste, planète, trou noir ou encore avec la vitesse, soit l'exemple du voyageur de Langevin. On peut résumer tous ces phénomènes en postulant que le temps comparé peut être différent suivant votre situation, que la simultanéité de 2 faits n'est pas un concept fertile dans la physique des grandes vitesses. D'ailleurs, ce concept est largement utilisé dans le film Interstellar, avec l'atterrissage sur la planète du Dr Mann, ou l'approche du trou noir Gargantua, sachant que ce concept est bien huilé et scientifiquement réalisé. Mais nous n'aide pas non plus dans la solution à notre problème. En fait, j'ai oublié de préciser, pour que ces phénomènes soient possibles, et c'est ce que dit la relativité, un même événement peut se trouver dans le présent de l'un, dans le futur d'une autre personne, ou encore dans le passé d'une 3e personne. Il est important d'abandonner l'idée du temps linéaire, identique pour tous, qui va du passé au futur. Ce concept est erroné, même s'il n'est pas visible à notre niveau. On peut résumer ce qu'on vient de dire par la fameuse phrase d'Einstein. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une obstinante et persistante illusion de la réalité. À présent, comment visualiser l'espace-temps? L'espace-temps nous dit que l'on évolue dans 4 dimensions conglomérées par des dimensions de l'espace que vous connaissez bien et le temps que vous connaissez également bien. Si vous avez rendez-vous avec votre chéri, c'est ce que l'on a vu précédemment, ces 4 valeurs numériques, en plus d'être indissociables, sont indispensables pour que cela fonctionne et pour ne pas louper l'événement du siècle. Néanmoins, il est important pour nous de visualiser cette situation dans l'espace-temps. Au même titre qu'un Cooper en forme de confetti, dans un univers à 2 dimensions, ne pourra pas avoir un objet en 3 dimensions. A l'inverse, il est possible de postuler qu'un être évoluant dans un univers à 5 dimensions serait capable de voir, d'embrasser les 4 dimensions de notre univers en une fois. En fait, il verrait le paysage cosmique comme un tout. Je peux faire l'analogie
avec le fait de prendre le train en gare de Paris pour aller à Marseille. Au moment où vous passez en gare de Lyon, vous visualisez le paysage comme un tout et comme le présent, sachant que pour vous, Paris et sa gare font partie du passé. Néanmoins, et heureusement, ils n'ont pas disparu du paysage cosmique. Pour la gare de Marseille, qui est le futur, elle ne va pas se créer quand vous arrivez à Marseille. Ces trois situations sont une même chose, le continuum de l'espace-temps. C'est vous qui vous déplacez dans le continuum de l'espace-temps. Je comprends qu'il n'est pas simple de constituer ce type de paysage cosmique ou géométrique. C'est pour cette raison que l'on a inventé un outil bien pratique qui va permettre de visualiser notre espace-temps. Alors, comment ça fonctionne? On a fusionné les trois dimensions d'espace, X, Y et Z, en une seule dimension. Quatrième dimension, le temps. En fait, on a créé une représentation qui permet de quantifier l'évolution des objets massifs et le temps qui passe. Le tout modélisé en deux dimensions, soit la toile d'un trampoline, que l'on appelle plus communément le tissu de l'espace-temps. La toile d'un trampoline se déformera, d'autant plus que l'objet posé dessus sera massif. Une toile, par exemple, même si la difficulté de voir un objet à trois dimensions d'espace posé sur une dimension d'espace, soit la fusion des trois dimensions, cette représentation est pédagogiquement intéressante pour visualiser les forces en jeu, ainsi que les géodésies. En fait, il est plus juste de postuler que le tout baigne dans un espace non euclidien, mais un espace courbe, soit un espace de Riemann. Dans cette hypothèse particulièrement fructueuse, la déformation interne de l'espace-temps n'a pas besoin de dimension extérieure pour exister. D'ailleurs, ceci est parfaitement orchestré et défini par l'équation d'Einstein. Ceci est visible sur l'équation maîtresse d'Einstein, représentée sous forme d'égalité. En quelque sorte, la matière, je veux dire les objets célestes, dit à l'espace de courber et l'espace dit à la matière comment se déplacer. Vous remarquerez pour le fun, dans les termes de droite, grand C qui correspond à la vitesse de la lumière et grand G qui est la constante universelle de gravitation et le symbole de la constante cosmologique. En fait, à partir de cette équation, il est possible de la triturer et d'accoucher de l'hypothèse d'un trou de verre. Donc mathématiquement possible, mais en deuxième instance, c'est l'expérience ou l'observation qui validera l'objet céleste comme supposé réel. Pour la représentation graphique de la toile, de l'espace-temps, même si la démarche comporte des défauts, elle est très explicite et de toute façon, on n'a pas trouvé mieux que la toile élastique. Si je représente un objet massif comme le Soleil posé sur la toile élastique, j'ai une visualisation de la déformation de l'espace-temps proportionnelle à la masse de l'objet. En fait, c'est un moyen de se représenter géométriquement des relations de valeur mathématique entre les objets célestes. Sur le trampoline, je peux distinguer également des déplacements rectilignes et uniformes, qui sont des lignes droites. Attention, droite dans un espace riemanien, donc courbe, ligne droite veut dire ici, qui forme le plus court chemin d'un point à un autre, appelé déjà géodésique dans l'espace-temps de la relativité restreinte. En relativité générale, qui est un espace riemanien, l'IMAS et le rayonnement électromagnétique, sachant qu'un rayonnement électromagnétique, sachant qu'un rayon de lumière fait partie de l'électromagnétisme, sont représentés sur le graphisme lorsqu'ils ne sont soumis qu'à la seule force de gravitation. Ils effectuent des déplacements en suivant nécessairement les géodésies de l'espace riemanien. Par contre, la trajectoire d'un astronaute en direction de la Lune, dans une fusée, il ne suit pas une géodésie lorsqu'il subit une force de poussée dynamique exercée occasionnellement par le moteur de la fusée. En fait, pour faire simple, les géodésies de l'espace-temps et les lignes d'univers que l'on verra plus tard obéissent au principe de moindre action. Si vous voulez un exemple sympathique, le principe de moindre action, ça revient à dire si une femme voit son enfant se noyer au loin dans la mer, elle a plusieurs solutions pour sauver sa progéniture.
Elle court longtemps sur la plage et ensuite nage à 90 degrés en direction de son enfant, ou elle nage tout de suite en direction de son enfant et ne court pratiquement pas sur la plage. Ces solutions sont mauvaises. Elles prennent trop de temps, je veux dire. Trop d'énergie utilisée pour la coureuse ou nageuse. Le cheminement n'est pas optimum. La bonne solution consiste à optimiser distance et temps. Pour le dire autrement, l'énergie dépensée. Il existe une seule solution optimum. Courir un certain temps, mais pas le maximum. Et nager un certain temps, mais pas le maximum. En fait, un calcul trigonométrique, genre Pythagore, nous donne l'unique bonne solution. Cette unique solution, je veux dire la meilleure trajectoire courir-nager, correspond au principe de moindre action, appelé également principe de Fermat. Pour la petite histoire, il paraît que dans certaines circonstances, comme celle citée ici, que les femmes peuvent intuitivement utiliser le principe de moindre action. Enfin, ça c'est une autre histoire et cela sort de mon domaine de compétences. À noter également que le principe de moindre action, qui est le chemin le plus court, est au sens le chemin qui utilise le moins d'énergie. On peut faire l'analogie avec le rasoir d'Occam, qui est en principe le raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et de nominalisme. Dernière remarque, je me répète, mais c'est important, dans un système riemanien, le chemin le plus court n'est pas la ligne droite passant par deux points, mais un grand cercle appartenant à la sphère en passant par les deux points. À présent, parlons gravité. De la même manière que l'on a représenté un soleil sur le trampoline, on va pouvoir ajouter la Terre. La Terre aurait tendance à tomber sur le soleil, du fait du creux proportionnel à la masse du soleil. Suivant la vitesse de la Terre, il existe plusieurs scénarios, hormis le scénario qu'elle finisse sa trajectoire sur le soleil. Il existe un scénario particulier en cinématique où la Terre tombera continuellement à côté du soleil à la manière d'un satellite, ce qui va se traduire par un mouvement perpétuel et régulier, un effet cinématique autour du soleil. Ce n'est pas les quelques impacts d'atomes par mètre cube du milieu intersidéral que va se faire la Terre qui vont modifier les trajectoires des corps célestes, en tout cas sur plusieurs millions d'années. Donc pour faire simple, cela peut durer quasiment éternellement. Tant qu'aucune force extérieure, genre la Terre percutée par une grosse météorite, vienne perturber les trajectoires, un peu comme dans un billard, soit un système bien huilé. En fait, quand je regarde l'image du trampoline, j'ai une idée de la gravitation qui n'est pas une force, comme le disait le grand Newton, mais plus justement une déformation géométrique du tissu temporel. À présent, que se passe-t-il si je remplace notre Soleil par un trou noir de même masse? Hormis le fait qu'au bout de 8 minutes, on sera dans la nuit et on commencera tous à ressembler à des steaks congelés de supermarché. Je veux dire, si la main d'un géant, intrasidéral et omnipotent, prend notre Soleil entre ses mains et condense toute la masse du Soleil d'un rayon de 700 000 km dans un petit volume de 3 km. En fait, 3 km est la limite définie par les calculs qui correspondent pile poil à la naissance d'un trou noir. En astronomie, c'est ce qu'on appelle couramment le rayon de Schwarzschild. Dans ce cas bien particulier, la courbure est tellement extrême que la lumière ne peut plus s'en échapper. En fait, le calcul nous dit, comme pour une fusée qui décolle de la Terre, il me faut une vitesse de libération d'environ de 10 km par seconde si on ne veut pas se prendre la fusée sur la tête. Pour la lumière qui a une vitesse constante dans ces cas précis du rayon de Schwarzschild est donc de 300 000 km par seconde. Dans cette expérience de pensée, tu auras compris que le Soleil, sous sa forme normale, avec un rayon de 700 000 km ou un rayon de 3 km, aura toujours la même masse. Une boule de matière de rayon de 3 km qui pèserait environ 2 milliards de kilomètres, ou si tu préfères, 2 multiplié par 10 à la puissance 30. Je le répète, même la lumière qui est sensible à la gravitation, dans ce cas extrême, ne pourra plus ressortir du trou noir.
sachant que la vitesse de la lumière est égale à la vitesse de libération dans le cas du trou noir. Maintenant, si vous avez compris le principe du trampoline, la Terre continuera éternellement à tourner autour du trou noir de 3 km qui est de la même masse que cette gigantesque boule de 700 000 km appelée Soleil. Il est également possible de faire l'expérience de pensée suivante. Que se passe-t-il si je remplace instantanément la Terre avec son rayon d'environ 6000 km et d'une masse de 6 multiplié par 10 puissance 24 kg par une boule de pétanque de presque 1 kg? Ma boule partira-t-elle en direction du Soleil ou à l'inverse, elle partira errer dans l'immensité du cosmos? En fait, il ne se passera rien. La boule continuera inlassablement, comme le faisait la Terre, à tourner autour du Soleil. Pour ceux qui connaissent en physique, ils diront masse inertielle égale masse grave, qui veut dire grosso modo, la force pour déloger ma boule est la même que la force qui maintient la boule dans son état de base. La loi d'inertie d'un corps, dans un référentiel galiléen, conserve sa vitesse en l'absence, bien sûr, d'influence extérieure, choc, poussée, etc. C'est la même loi qui explique pourquoi une pluie tombe à la même vitesse qu'un marteau dans le vide. Par exemple, sur la Lune, voir ma vidéo « Raconte-moi le cosmos », The Big Bang Theory Galilée, où c'est expliqué. Elle constitue le principe d'équivalence entre masse inerte et masse grave. Albert Einstein l'admit tel quel et en donna une interprétation en termes de relativité du mouvement. Et c'est fait une avancée redoutable vers la formulation des lois de la relativité générale. Grâce à ces expériences de pensée, on a une idée de comment fonctionne le grand billard de l'univers. Je veux dire la déformation du tissu spatial-temporel avec le champ gravitationnel. À présent, n'oublions pas Cooper. Comment se représenter notre astronaute sur le trampoline? Pour ça, nous allons utiliser notre diagramme de Minkowski. On a vu précédemment que l'axe X représente l'espace et que l'axe des X, que l'on nomme T par convention, représente l'axe du temps. En fait, Cooper sera représenté sur le diagramme par une ligne d'univers. Si la ligne univers de Cooper suit l'axe T, alors mon astronaute Cooper est immobile. Je trace une ligne verticale que l'on appelle ligne d'univers. Pour la petite histoire, il me semble que le premier à utiliser le concept de ligne d'univers est Georges Gamow, le pionnier de la cosmologie moderne. C'est un petit hommage à un pilier de la cosmologie. Bien sûr, le mot ligne d'univers a été repris allègrement par Einstein. On verra par la suite qu'il sera plus éloquent de parler de tube spatio-temporel. On reviendra sur cette notion un peu plus tard. Donc, Cooper correspond à une ligne parallèle de l'axe T. Je peux dire la même chose des trois astronautes qui sont dans l'environnement de Cooper. Si je trace une horizontale de 4 points d'intersection, il correspond à une forme de simultanéité de personnes faisant partie du même référentiel inertiel, du fait de leur immobilisme. Donc, pas d'accélération dans ce cas. Ils sont uniquement du temps-univers et correspondent à 0 espace. Maintenant, si Cooper allume les moteurs de la fusée d'endurance, il se déplacera à une certaine vitesse. Il sera représenté par une ligne inclinée dans le sens référentiel, sachant que plus sa vitesse augmente, plus la ligne est inclinée. En principe, l'échelle est choisie de façon que la lumière soit représentée par une diagonale de 45 degrés. De ce fait, on ne peut pas avoir de diagonale de ligne d'univers en dessous de la ligne représentant la lumière, sachant que rien ne va plus vite que la lumière. Si je voulais représenter un photon, je le verrais se déplacer le long de cet axe avec les valeurs t et x qui restent constantes. Je veux dire les mêmes valeurs numériques. Grâce à ce diagramme, il est simple de lire le temps écoulé sur la Terre et le temps propre écoulé par le vaisseau Endurance en triturant le diagramme de Minkowski. Même s'il comporte des petits problèmes au niveau des échelles, il est possible de schématiser le ralentissement du temps et de visualiser que le temps de la soucoupe est plus petit que le temps de la Terre. Mais ce qui nous intéresse ici, avant tout,
c'est de progresser dans notre raisonnement et d'étudier Cooper en tant que ligne temporelle. En résumé, si Cooper ne subit aucune accélération de ce point de vue référentiel, alors il suit une géodésie qui est une ligne droite. Néanmoins, cette géodésie peut être déformée par le trou noir, Gargantua. Sachant que Gargantua déforme l'espace-temps proportionnellement à sa masse, sachant également que les lignes d'univers de l'espace-temps respectent la théorie de moindre action, c'est-à-dire elles utilisent le plus court chemin, celui qui demande le moins d'énergie. Si Cooper allume le moteur de la fusée d'endurance, il y a un apport d'énergie sous forme d'accélération. Alors il s'écarte des géodésies. Si on représente la ligne d'univers de Cooper, du point A, sa naissance, au point B, sa mort, on comprendra que l'on aura une ligne d'univers comme un vecteur. Elle se déroulera toujours de A vers B. Et elle sera extrêmement chaotique, un peu comme un spaghetti emmêlé. Il est même bon de préciser que Cooper ne se résume pas à un point, mais à un gros sac de particules atomiques. Même si je suis désolé de dire ça d'une personne bien sympathique, ce sac de particules atomiques forme en continu une stress spatio-temporelle hyper complexe, soit un sac de particules élémentaires d'environ 10 puissance 30 particules. Quand je dis particules, cela comprend les quarks et les électrons. Si je prends en compte seulement les globules rouges qui se déplacent dans le corps de Cooper, sous forme d'aller-retour, mais toujours dans le même sens que la lettre T de l'espace-temps. Le tube spatio-temporel qui se déroule en continu ressemble à un motif de mélasse incroyable d'une complexité démesurée. Essayons d'avancer dans notre scénario en mêlant à présent les théories de dimension d'espace vues précédemment et notre tissu temporel. La question passionnante qu'on a en droit de se poser ici est: que verrais-je moi, petit humain, qui vit dans l'espace-temps classique en regardant les tubes spatio-temporels de Cooper? En fait, je vois que le présent uniquement à la gare de Lyon dans mes exemples précédents. Pour moi, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore, ce qui correspond sur le diagramme de Minkowski à un point se déplaçant régulièrement et parallèle à l'axe petit t. Si Cooper n'est pas bousculé par une quelconque accélération, en fait, il est immobile comme je l'ai dit précédemment. Une entité qui se trouverait dans la 5e dimension, qui inclut la 4e dimension d'espace-temps, pourrait grosso modo visualiser le tube spatio-temporel de Cooper en entier. Par voie de conséquence, son passé comme son futur, en fait sa vie du point A, sa naissance, au point B, sa mort. À présent, on arrive à un moment clé de notre développement. Je ne sais pas si vous avez capté complètement la portée de ce qu'on vient de dire. La vie de Cooper existe de toute évidence dès sa naissance, et que sa vie consiste uniquement à cheminer du point A, sa naissance, au point B, sa mort. Il suit son tube spatio-temporel. Un chemin certes extrêmement chaotique, mais préexistant, donc défini d'avance. La plupart des personnes ont une conception présentisme, qui consiste à dire « je vis au présent, le passé vient de disparaître et l'avenir n'existe pas encore ». Avec la physique moderne, je peux dire la relativité d'Einstein, il faut oublier le présentisme au bénéfice de l'univers bloc. En 1918, Einstein nous affirme qu'il existe un lien entre la théorie de la relativité et l'univers bloc. L'univers bloc, c'est une manière d'expliquer le continuum d'espace-temps à 4 dimensions. Bien sûr, il démontre la parenté formelle de cet espace-temps avec un espace euclidien à 4 dimensions. Einstein est convaincu par la réalité du continuum d'espace-temps. Maintenant, on comprend mieux la phrase où il écrit à son ami Bessot, qui dit « Pour nous physiciens, cette séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » Fin de citation. En fait, une sorte d'immortalité. On existe éternellement quelque part dans le continuum d'espace-temps. Wow! Rien que ça. Une deuxième conséquence, et n'est pas des moindres,
avec la théorie de l'univers bloc, vous n'avez pas de libre arbitre. Tout ce que vous ferez est déjà défini par avance. J'ai fait cette vidéo continuum de l'espace, il est défini que je devais réaliser cette vidéo. Même si j'ai l'impression d'un libre arbitre, ce n'est qu'une impression. Je comprends que la pilule rouge de Matrix est difficile à avaler. Bienvenue à toi dans le monde. Néanmoins, ce ne sont pas des futilités si Einstein a développé de telles idées. C'est aussi parce que ces idées sont en rapport à son œuvre, avec son œuvre scientifique. Par exemple, la synchronisation d'horloge nécessaire à la mesure du temps en physique. Une conséquence qui s'oppose au sens commun, à savoir que le concept de simultanéité perd sa signification absolue, sachant que cela revient à dire que l'intervalle de temps entre deux événements, A et B, peut varier en fonction des différents référentiels inertiels dans le continuum, quadridimensionnel, hyperbolique, de dimension 4. Un monde immuable donc, où passé, présent et futur sont donnés en bloc. Un monde où la succession n'est qu'une apparence, où le cours du temps n'est qu'une illusion qui provient de la façon dont nous prenons conscience du monde, sachant l'espace-temps existe objectivement de toute éternité. Un deuxième élément en faveur de l'univers bloc, en dehors de la synchronisation impossible des horloges, c'est la conception déterministe qui a pour conséquence l'existence d'un seul état physique de l'univers. Cela entraîne la détermination intégrale de tous les autres états. Le futur et le passé perdant forcément leur spécificité apparente par rapport au présent. Pour ceux qui ne savent pas, le déterminisme est un principe scientifique d'après lequel tout phénomène est régi par plusieurs lois nécessaires, telles que les mêmes causes entraînent dans les mêmes conditions les mêmes effets. Voilà, on a terminé des univers blocs. Quelle est l'utilité de parler d'univers bloc dans Interstellar? Ce que je vais dire à présent n'engage que moi. Je ne sais pas si cela colle avec la version de Nolan, le réalisateur du film Interstellar. Néanmoins, ma version des faits est spéculative, mais cohérente avec les théories mises en avant précédemment. Sachant qu'aucune expérience ou observation ne peut valider ce que l'on va dérouler comme scénario. Première chose, grâce à la théorie des univers blocs, toutes les informations concernant ce qui va se passer dans le futur se trouvent forcément quelque part dans le continuum espace-temps, quadridimensionnel. Il me vient un exemple pour l'illustrer, ce que je viens de conjecturer aujourd'hui. Il existe un programme de plusieurs milliards d'euros appelé ITER concernant la recherche sur la fusion nucléaire. Le but est de construire dans les années 2050 une centrale nucléaire opérationnelle à fusion nucléaire. Pour faire très simple, le programme ITER, c'est l'avantage de la fission nucléaire qui consiste à produire de l'électricité décarbonée sans les inconvénients de la fission nucléaire. Je veux dire les risques nucléaires et les problèmes des déchets pour les générations futures. Si aujourd'hui, on est quasiment certain que cela fonctionnera en 2050, autrement on n'investirait pas autant d'argent, on a conscience que la recherche n'est pas terminée. Certains paramètres ne sont pas encore maîtrisés, par exemple la température du plasma. C'est là qu'intervient Cooper. Si Cooper avait la possibilité de consulter le grand livre du continuum de l'espace-temps et de se rendre à la page année 2050, et s'il pouvait nous renvoyer les équations complexes que je suppose non linéaires de gestion du plasma, ou nous renvoyer les programmes d'intelligence artificielle que je suppose de type Deep Learning, qui vont gérer les parties sensibles de la centrale à fusion nucléaire, tout cela serait bien cool. On gagnerait quelques décennies. Vous voyez où je veux en venir, en faisant le parallèle avec le film d'Interstellar. Dans le film, on a besoin des données en provenance de la singularité du trou noir Gargantua. On sait également, suivant le développement que j'ai adopté ici, je veux dire, excite les extraterrestres, mais plus préférablement les humains du futur, comme dans le film Interstellar, ou dans mon exemple, seront capables de construire des trous de verre et des technologies qui vont avec. Pour la petite histoire,
Ça va très vite en manière de technologie. Pour info, je vous rappelle que la mère de votre grand-mère s'éclairait probablement à la bougie et que même par 2 siècles plus tard, on a un robot guidé par intelligence artificielle qui se balade à la surface de la planète Mars. Donc, en résumé, les informations existent quelque part dans le continuum de l'espace-temps, mais il nous faut trouver une solution pour aller les chercher et les transmettre dans le passé. Aïe, aïe, vous avez dit passé. Einstein vous répond, c'est impossible d'aller dans le passé, au sens littéral. Si on peut voyager dans le passé, on pourrait tuer son grand-père, et donc par voie de conséquence, instantanément, n'avoir jamais existé. Ce qui serait un paradoxe. Ça ne colle pas à la théorie. Pour voyager dans le futur, par contre, pas de paradoxe. En fait, pour que votre horloge avance plus vite que celle de votre jumeau resté sur Terre, on a 2 possibilités. Soit se déplacer à une vitesse très importante par rapport à votre jumeau, genre Langevin, soit se placer à côté d'un champ gravitationnel très intense. Un trou noir supermassif, genre Gargantua. C'est ce que l'on a vu précédemment. Néanmoins, dans le film Interstellar, on ne voyage pas dans le passé. On va chercher des données, des informations si vous préférez, dans le futur pour les transmettre dans le passé au présent, suivant le point de vue que l'on adopte. D'ailleurs, à ce sujet, Cooper en fait les frais quand il tente de modifier le passé en criant à Murphy depuis le Tesseract la phrase suivante « Aide-moi à rester, ne laisse pas partir ». Et force de constater que ça ne fonctionne pas. Merci Nolan pour cette information capitale. Bon, par la suite, on découvre que Cooper n'est pas très bon en relativité générale. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, mais sa consoeur astronaute un peu avant, dans une scène du film. Alors comment cela se passe-t-il dans mon traficotage pour le héros du film Cooper? Je passe les détails que vous êtes censés maîtriser à présent. La preuve en est, vous êtes encore là, à regarder ma vidéo. Passons à la partie sexy du déroulement. Cooper franchit l'horizon du trou noir ou l'horizon des événements, ou encore Event Horizon en anglais, soit la frontière du trou noir Gargantua, à partir de laquelle la vitesse de libération atteint celle de la lumière. La limite où la lumière, ou encore moins Cooper, ne pourront plus jamais ressortir du trou noir, d'après la théorie einsteinienne. C'est ce que l'on a vu encore précédemment en détail, sachant que ces contraintes physiques sont en grande partie déterminées par la masse et par le moment cinétique du trou noir. Hormis le fait que Cooper ne subit pas de spaghettification ou l'effet de nouille, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étirement vertical des objets en forme mince et long comme une nouille, phénomène dû au fort champ gravitationnel qui résulte de forces de marée démesurées. Néanmoins, comme on ne veut pas faire mourir notre héros national, et bien sympathique, on fera abstraction de ces détails. C'est comme ça en science-fiction, excite les problèmes insolubles. De plus, je ne pense pas que Cooper rencontre un Tesseract, comme il est dit parfois, lors de sa descente à l'intérieur du pandémonium, pour 2 raisons. Si on est attentif au passage correspondant dans le film, avant de tomber dans l'hypercube, on voit une sphère se profiler à l'horizon qui en dit long. Deuxième raison, plus géométrique. Je ne vois pas comment on pourrait définir mathématiquement un objet de dimension 5, je rappelle qu'un tesseract est un hypercube de dimension supérieure à un espace euclidien, dans un espace-temps de dimension 4. Comme on l'a précisé précédemment, c'est le problème équivalent qui consiste à mettre un cube à l'intérieur d'un plan. De ce fait, Cooper n'a pas d'autre choix de pousser son voyage malmené, tarabiscoté, jusqu'à la singularité du trou noir. Il finit donc sur la singularité du trou noir avec le héros numéro 2, je vais dire le robot Tark, réglé sur 75% d'humour. Bon point pour Tark, sachant que l'humour est la supériorité de l'homme et maintenant la machine face à son destin imminent. À présent,
il est bon de détailler cette opération. Cooper au niveau du temps se trouve à 10 puissance moins 43 secondes de pénétrer dans la 5e dimension. Je veux dire le mur de Planck pour ceux qui connaissent. C'est un peu comme en téléportation quantique. Cooper va subir pas mal de transmutations dans ce temps extrêmement court que notre entendement ne peut pas saisir et encore moins imaginer. D'ailleurs, on ne doit jamais perdre de vue que TARS, le robot, doit récupérer les données de la singularité du trou noir pour les envoyer à la NASA afin de résoudre l'équation en relation avec la gravité. En fait, je crois que l'on n'a pas encore évoqué le pourquoi du comment concernant cette équation bien particulière qui est vitale pour l'avenir de l'humanité. On appelle cette équation en astrophysique l'équation du tout. La physique, dans son ensemble, a une démarche unificatrice, susceptible de décrire de manière cohérente, mais unifier l'ensemble des interactions fondamentales, soit l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte, et bien sûr en dernier la gravitation pour qu'elle soit compatible avec le modèle standard, ou plus justement les supercordes de la physique des particules. En fait, pourquoi unifier? Je veux dire, pourquoi une équation du tout? La relativité générale d'Einstein décrit parfaitement les objets des lois de la nature concernant les objets macroscopiques, étoiles, étoiles à neutrons, trous noirs et autres. Néanmoins, elle est incapable de décrire des phénomènes microscopiques tels qu'une singularité au voisinage du Big Bang ou une singularité d'un trou noir. En revanche, la mécanique quantique est la science qui décrit le fonctionnement des objets microscopiques tels les particules et les interactions faibles au sein des structures quantiques. Une particule, électron, boson et autres, mais elle est incapable de décrire, modéliser les lois de la relativité générale. En résumé, deux systèmes impossibles en première instance à fusionner, combiner. Ou pour le dire autrement, l'équation du tout aurait pour but ultime de combiner mécanique quantique et relativité d'Einstein. Je précise en passant qu'une telle théorie n'a pas encore été découverte à l'heure actuelle. La fille de Cooper, astrophysicienne de haut niveau, qui postule que les forces qui régissent l'univers obéissent à une seule et une même loi, et qui de surcroît est très près du but, a besoin des données paramétriques d'un trou noir pour finaliser l'équation du tout. C'est la mission de TARS, avec ses 95% de confiance, qui est chargée de lui transmettre ces données. Encore une fois, cela vient renforcer l'idée que TARS devra bien se situer au voisinage de la singularité pour relever les données. À présent, revenons à Cooper. Hormis qu'il a très chaud aux fesses, comment décrire ce passage dans la 5e dimension? Pour passer dans la 5e dimension, je suis obligé de faire un rappel mathématique d'une notion que l'on apprend au lycée. Je vous rassure, on va faire très simple. Si je donne x au carré plus 4 est égal à 0, je passe tout simplement le plus 4 de gauche à droite qui devient moins 4. J'obtiens la nouvelle équation x au carré est égal à moins 4. Seulement, c'est mathématiquement impossible. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Tout espoir n'est pas perdu. Si je multiplie le moins 4 par moins 1, je change le signe, mais pas la valeur du nombre au sens strict. Et c'est bien pratique, en fait une solution à mon problème. On admet l'existence d'un nombre imaginaire, noté i, qui est égal à i carré et qui a la valeur moins 1. Ensuite, il est simple de construire un nombre complexe qui aura la forme, par exemple, de a plus b multiplié par i, sachant que a et b seront deux nombres réels. Comme dans mon exemple, cette écriture est dite forme algébrique du nombre complexe. Notre nouveau joujou, bien sympathique et simple en apparence, mais d'une efficacité redoutable pour envoyer Cooper se reposer dans l'hypercube de dimension 5. Il l'a bien mérité. Sachant qu'en mathématiques, des nombres complexes découle également le plan complexe, qui, comme son nom l'indique, désigne un plan, muni d'un repère orthonomé. Donc chaque point est la représentation graphique d'un nombre complexe
unique. Sans rentrer dans les détails, un nombre complexe Z est dit imaginaire pur ou totalement imaginaire. Que se passe-t-il si sa partie réelle est nulle? Eh bien, dans ce cas, il s'écrit sous la forme Z égale BI. Et géométriquement, et c'est cela qui est important de retenir ici, il correspond à un point de l'axe des imaginaires, axe des ordonnées appelé axe affine. Pour le dire autrement, l'axe affine contient tous les points. On raisonne de la même manière pour l'axe X d'un nombre complexe de la partie imaginaire vaut 0 assimilé à un nombre réel. Et géométriquement, il correspond à un point de l'axe des réels. Je veux dire, l'axe. Reprenons le raisonnement concernant la singularité du trou noir. Comme un point de dimension nulle au sens géométrique ou mathématique. Je veux dire, à partir du plan complexe que l'on vient de définir précédemment, si je tente de retracer une ligne infinie, sachant que le nombre complexe Z est dit imaginaire pur ou totalement imaginaire, et si sa partie réelle est nulle, alors le point 2 à côté du point 1 et idem pour le point 4, 3, 4, le premier point et les autres étant de dimension nulle, se confondent. Il m'est impossible de tracer la droite. La multitude de points se fonde irrémédiablement en un seul point. Attention, c'est important de le préciser, ce n'est pas magique. Ce point contient mathématiquement toutes les informations des points de la ligne. À ce stade, j'applique le même raisonnement pour les 3 dimensions de mon espace euclidien. Alors, il se déclenche un processus gigantesque et infernal. L'espace que j'avais engendré dans la première état s'effondre totalement et irrémédiablement sur lui-même, comme aspiré à un seul point initial. Point fondamental que je peux également nommer une singularité mathématique. Donc il en résulte un point unique qui est la confusion de tous les autres points de l'espace. Attention, il est important de noter ici que ce point singulier contient toute la mémoire de tous les points qui se sont effondrés sur lui. À la différence de notre point élément, mais singulier au sens mathématique de la géométrie élémentaire qui n'a donc aucune dimension, longueur, largeur, épaisseur, volume ou aire que l'on a défini au début de la vidéo, le point singulier du trou noir, lui, comporte toutes les informations du trou noir, donc par voie de conséquence, celle de Cooper et celle du super-robot Tark. Ce point est la contexture de tous les autres points. Attention, on a quelque chose qui cloche dans notre raisonnement. Où est donc passée la dimension du temps au voisinage de la singularité? En fait, on était dans un temps lorenzien, soit un temps, un nom barbare pour dire le temps de l'espace-temps que vous connaissez bien. Néanmoins, on vient de passer sur un temps complexe qui découle de la fluctuation du temps réel et du temps imaginaire. Ça balance dur si vous préférez. Néanmoins, il y a bien 5 dimensions. Le problème avec le temps complexe, soit le temps réel, qui fluctue avec le temps imaginaire, c'est le fait que Cooper passe vraiment un sale quart d'heure. On assiste à une fluctuation quantique de la métrique. Cooper fait 1 mm et ensuite 100 mètres. Il fait des bonds, sa montre indique l'époque des dinosaures, pour ensuite afficher quelques nanosecondes. À présent, Cooper vient de passer dans la singularité. Il est dans la 5e dimension, dans un hypercube ou temps imaginaire. Je peux comparer cette nouvelle situation à un sablier en position horizontale qui représente le temps imaginaire où tout devient calme. C'est le calme mathématique. Le sable ne coule plus. On ne mesure plus de temps, mais seulement de l'espace. Je veux dire la distance entre les grains de sable qui sont immobiles. En fait, c'est le passage d'un système en mouvement à un système fixe, à un monde de mathématiques pures en équilibre. Je fais une petite parenthèse sur cet instant démesuré. En fait, à plus on avance près de la singularité, on mesure que l'on s'enfonce vers ce point. Les métriques euclidiennes deviennent plus stables. On parlera de dimensions des plus. Pour ceux qui connaissent, sachant que l'espace-temps classique est nommé plus, moins, et le temps complexe plus, moins, et de parler d'instants comme métrique euclidienne. Dans ce monde uniquement d'espace nommé plus,
On parle d'instanton, 4 dimensions d'espace. Donc à la singularité, tout converge en une spirale hallucinante vers un point zéro où ils se superposent, se confondent pour fusionner en un seul. L'instanton primordial de taille zéro qui contient tous les secrets du trou noir. En fait, après cette transformation, il n'existe plus de physique, mais uniquement des mathématiques pures. Bien sûr, le temps réel n'existe plus, mais que du temps imaginaire pur. L'instanton fondamental est un peu comme votre ADN, qui contient toute l'information de la construction potentielle de votre corps. Néanmoins, la comparaison s'arrête là, sachant que les structures mathématiques sont éternelles et immuables. Elles n'existent pas dans l'espace-temps, ce sont plutôt l'espace-temps qui existe dans celle-ci. Ces théories, entre temps réel, temps complexe puis temps imaginaire, entre l'énergie et l'information, entre un système en mouvement et un système fixe, n'est pas loufoque, mais emprunté à la mécanique quantique et la théorie quantique des champs. La propriété d'un système en équilibre thermique peut être décrite par un objet mathématique. Cette théorie a été définie pour la première fois par 3 physiciens théoriciens, Kubo, Martin et Schwinger. Revenons à nos moutons, enfin. Je devrais plutôt dire à nos instantons. L'histoire cosmique de Cooper ressemble à un film. Il faut se souvenir des univers blocs. Dans ce cas, la structure mathématique pure ressemble à un disque dur qui contient la vie complète de Cooper, l'équivalent de sa ligne de temps. Pour le dire autrement, la vie de Cooper, ce n'est que des informations. Dans cette dimension de type plus, faite de pure mathématiques, on peut faire la similitude avec un DVD. Vous avez le choix de faire avancer ou reculer, puis play concernant le DVD. Dans cet espace-là, il n'y a pas de longueur, largeur, épaisseur, air, volume ou énergie ou matière, sachant qu'énergie ou matière, c'est la même chose. E égale mc2. Cet espace, la 5e dimension, définie par plus, est purement mathématique. Il contient nos dimensions d'espace-temps, ce n'est pas l'inverse. En fait, c'est ce que nous montre la partie du film où Cooper, quand il est dans le Tesseract, on le voit évoluer dans le passé comme dans le futur. Ce n'est pas contradictoire du fait du temps imaginaire, soit un sablier à l'horizontale. Si vous préférez avec le sable qui ne coupe pas du haut vers le bas. On distingue même les tubes temporels. Les emboîtements de dimensions d'espace-temps, Cooper fait avance ou recule, puis play concernant l'hyper-DVD. Cette image correspond à la partie du film où on voit Cooper évoluer dans l'hypercube. Il arrête le DVD à l'endroit opportun pour transmettre les informations collectées par Tax sur la singularité. À présent, la suite, vous la connaissez. Il suffit de reprendre le fil conducteur du film. Vous n'avez plus besoin de moi pour l'appréhender et comprendre. Le mot de la fin, c'est de dire, si on prend ce scénario pour argent comptant, en dehors du fait qu'il soit spéculatif, théorique, hypothétique, voire chimérique, il a l'avantage de coller avec des concepts scientifiques et mathématiques que j'ai emboîtés les uns dans les autres pour accoucher de hard science-fiction. Toute la difficulté ici est de ne pas utiliser les univers parallèles, ou l'univers divergent, ou des voyages dans le passé à cause des paradoxes. En fait, de la même manière, la bonne science-fiction passe d'une galaxie à l'autre à l'aide des trous verts, sachant qu'un trou de verre est parfaitement défini mathématiquement. C'est pour ça que je parle de bonne science-fiction. En fait, on peut résumer ce scénario de la manière suivante. On emprunte la singularité du trou noir pour voyager dans le temps imaginaire. Tax profite du voyage pour envoyer les informations sur la singularité. Cooper fait un peu de voyeurisme dans la chambre de sa fille qui est dans le temps lorenzien. Tout baigne. En dernière instance, Cooper ressort de la 5e dimension et atterrit dans l'espace-temps 3+. Du côté du trou de verre où il est récupéré par un vaisseau. Donc, pas de paradoxe en apparence. Pour le retour, Cooper de la 5e dimension à la vie normale
et par la même occasion ne pas vous laisser sur votre faim, on peut se darguer du déroulement inverse. Au lieu de tomber dans un trou noir, on ressort d'un trou noir par un trou blanc, appelé plus communément fontaine blanche. C'est toujours le même raisonnement, mais inversé. On remplace instanton par monopole et on oublie la spaghettisation pour éviter les cachets d'aspirine. Que de l'imagination pseudo-scientifique, enfin je crois. Donc je doute. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.